Bonjour à tous, je me présente, je suis Clémentine de l'équipe Community chez Malte. Je laisserai du coup tous les speakers se présenter parce qu'ils le feront certainement mieux que moi. Tout simplement, avant de débuter ce webinar sur la consultant, la vie de freelance est-elle faite pour moi, je suis là pour rappeler quelques bases sur le fonctionnement de Livestorm. Donc déjà, si vous ne nous entendez pas, si vous ne nous voyez pas, vous pouvez écrire vos messages sur le chat de Livestorm. Idem sur les parties questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. Tous, du coup, les speakers ont accès à ce chat et pourront voir. Et également, petite information, ce webinaire est enregistré, sera disponible du coup, parfait, merci. Ce webinaire est enregistré, sera disponible en replay. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent le recevoir par email, n'hésitez pas du coup à la fin à écrire vos adresses mail pareil dans le chat. Comme ça, moi je sais qui souhaite l'avoir et comme ça je retrouverai dans le chat qui voulait avoir le webinaire. Donc voilà un petit peu pour les règles de fonctionnement et très rapidement pour laisser un petit peu tout le monde arriver. Donc petite présentation de Malte pour les personnes qui n'en auraient jamais entendu parler. Après je laisserai Mia présenter HackerJob. Tout simplement, Malte, nous sommes une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. Donc, on aide les freelances à trouver des missions. Donc, on est basé en France, en Allemagne, en Espagne, donc notamment en France entre Paris et Lyon. Donc, je suis sur Lyon. Je m'occupe de la communauté de freelance lyonnais. Donc, pour toutes les personnes qui auraient des questions sur Malte, qui souhaiteraient aller un petit peu plus loin, afin de pas non plus polluer complètement la présentation d'Emilien ou les retours d'expérience d'ailleurs de tout le monde. Tout simplement, je vais vous noter l'adresse de Malte, mail, et n'hésitez pas à vous adresser du coup sur cette adresse mail et j'y répondrai à toutes les questions que vous pourriez avoir sur Malte. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc je peux me mute et vous souhaiter une bonne présentation. Et Emilien, je te laisse la parole. Salut. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que justement il n'y a pas trop de souffle dans le micro? Super. Allez, on part là-dessus. Donc, enchanté, merci d'être là. Moi, je m'appelle Emilien Pécoul. Vous pouvez me trouver sur Internet sous le pseudo Warzy. Et donc, je suis développeur freelance depuis 2013, développeur depuis 2008. Et je fais pas mal de trucs autour du freelancing. En particulier, j'ai écrit un livre qui s'appelle Code Freelance, qui s'adresse spécifiquement en fait aux devs qui voudraient devenir freelance, ou qui le sont déjà d'ailleurs. Et j'ai aussi bossé, donc je suis en train de bosser sur une startup qui veut aider les freelances à gérer leur administratif, qui s'appelle Kickbanking. C'est le petit truc rouge. Ah, d'ailleurs, vous voyez pas ma souris. C'est le petit icône rouge. Bon, peu importe. Et d'ailleurs, ce soir, ce qu'on voulait vous proposer, en fait, pendant la session, éventuellement, puisqu'a priori, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le sujet du freelancing et qui sont plutôt des consultants, donc j'imagine plutôt en ESN. Donc ce soir, on voulait vous proposer de gagner ce livre. Et pour ça, c'est très simple. On vous propose juste de tweeter en fait pendant la session. Et en l'occurrence, de tweeter avec le hashtag code freelance, tout attaché, que je vais vous mettre dans le chat. Et de mettre également dans votre tweet Malte. Donc en l'occurrence, c'est MalteFR, leur hashtag sur Twitter. Voilà, donc l'idée c'est que vous pouvez tweeter en mettant code freelance et Malte dans votre tweet, et à la fin, donc Clémentine tranchera en regardant le tweet qui a eu le plus de retweets ou le plus de likes, ou je sais pas vraiment comment tu vas en trancher, mais je compte sur toi pour le faire. Et donc je vous enverrai ce livre avec plaisir. Voilà. Alors, je vous ai parlé de code freelance, je vous ai parlé de kickbanking. Le freelancing, moi, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Je pense que vous allez vite le ressentir, j'espère en tout cas. Et très content que Malte m'ait proposé de faciliter cette soirée. Donc le sujet de la vie de freelance, surtout pour les consultants, c'est vraiment un truc qui me parle, qui me plaît beaucoup, et en fait quelque chose auquel je m'intéresse depuis très longtemps, et notamment via HackerJob justement. Donc on va en reparler de HackerJob.
Mais en gros, c'est une association qui accompagne les développeurs passionnés qui veulent travailler autrement. L'objet de... Donc déjà, j'en suis pas le créateur, mais le co-créateur, avec Florent Pellet et Clément Bouillet. Et d'ailleurs, c'est aussi les co-créateurs de Kickbanking pour le coup. Donc, qui sont aussi des freelances, qui le sont aussi depuis longtemps, donc depuis 2011 pour Florent, et 2014 si je dis pas de bêtises pour Clément. Et justement, c'est parce que nous, en fait, on adore notre boulot de développeur, comme beaucoup de développeurs, et on s'est dit, en fait, pourquoi il n'y a pas plus de monde qui fait ça? Parce que c'est quand même tip top. On arrive à avoir plus de temps, on arrive à aller dans plus de meet-up, on peut voyager à l'étranger pour faire des conférences. Et donc, quelque part, on se disait, c'est assez étonnant qu'il n'y ait pas plus de gens qui passent le pas parce que c'est quand même une très bonne façon, à notre avis, pour s'épanouir en tant que dev, en France, en tout cas. Et du coup, on s'est dit, bah, on va créer une structure. Donc à l'époque, c'était pas une asso, mais à la limite, peu importe. L'idée était la même, c'était de dire, nous, on va proposer nos services de mentoring pour que des gens qui sont devs et qui voient bien qu'il y a un truc qui cloche dans leur quotidien. Enfin, j'entends par là, en gros, qui se disent, qui perdent du sens en fait, peut-être dans leur façon de travailler, ou qui se disent, qui n'ont pas l'impression d'être valorisés à leur juste valeur ou des choses comme ça. Donc pour pouvoir les mentorer, c'est-à-dire vraiment leur proposer un accompagnement de A à Z sur tous les sujets qui peuvent toucher au freelancing en tant que dev. Donc ça va aussi bien en fait des questions techniques sur je sais pas quels sont les technos du moment ou comment progresser sur tel ou tel sujet, que sur des trucs complètement administratifs sur la gestion de la CIPAV, de l'URSSAF, etc. Donc cet asso, même si c'était pas une asso à l'époque, elle est née en septembre 2016. Et l'idée, ça a été, très rapidement, on s'est retrouvé une petite dizaine et on a commencé voilà, à se mentorer. Et puis ça a grossi. Et puis maintenant, on est, je dirais, une grosse vingtaine ou une petite trentaine. Et donc ça existe toujours. Vous pouvez nous voir sur membre.actualjob.org. Et c'est toujours en fait cette même volonté vraiment d'accompagner des gens qui veulent travailler autrement. C'est vraiment l'enjeu. Et je vais vous expliquer après ce que pour nous ça signifie, mais voilà, l'objectif c'est ça. Donc je vous rassure, la présentation, c'est pas une présentation d'Acture Job, mais vous allez voir pourquoi je vous en parle. Le sujet du jour, c'est vraiment est-ce que la vie de freelance en tant que consultant est faite pour moi? Donc, corrigez-moi si je me trompe, hein, notamment dans le chat, mais du coup, j'imagine que pour la plupart, vous êtes plutôt salarié en ESN, si vous êtes consultant en tout cas. Et après, j'imagine aussi évidemment qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment consultants, mais qui s'intéressent au sujet du freelancing et du coup, qui sont quand même venus se renseigner. Donc, on va vraiment en parler juste après. Pourquoi nous, on pense chez ActureJob que c'est vraiment pertinent, en tout cas le freelancing globalement, j'ai envie de dire pour la plupart des gens. On va voir après qu'on fait. Je dis pas que c'est la solution ultime pour tout le monde, mais en tout cas, pourquoi on pense que c'est vraiment très pertinent pour la plupart des gens? C'est parce qu'on considère vraiment que le monde du travail aujourd'hui il est en pleine mutation, c'est-à-dire qu'il y a une vraie remise en question de notre point de vue en tout cas de la notion de CDI qui était vraiment une sorte de Graal post-Seconde Guerre mondiale, de pouvoir dire voilà, pouvoir dire j'ai un CDI, j'ai un travail, je vais pouvoir rester 30 ans dans la même boîte et donc j'ai rien à craindre. C'était vraiment un objectif pour nous en tout cas qui date un peu, mais qui faisait sens à l'époque. Hein. Ça, je ne le remets pas du tout en question. Voilà, quand on sort de cette époque-là, c'est complètement pertinent de se dire, moi, ma priorité, en fait, c'est justement d'être sécurisé pour les 30 prochaines années. Et quelque part, peu importe si pour ça, il faut que je fasse quelques sacrifices, quoi. C'est tout à fait, on peut tout à fait l'entendre. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, sur le marché de l'informatique, en tout cas, on pense que c'est quelque chose qui peut être remis en question. C'est aujourd'hui, nous, en tout cas, on considère qu'on peut finalement être mieux valorisé et mieux s'épanouir dans son boulot si justement on n'est pas lié par un contrat de travail à un employeur, mais qu'en fait on est son propre employeur, donc on est freelance, qu'on a sa propre entreprise, parce que du coup, en termes de liberté, donc non seulement sur quand travailler, mais aussi surtout sur comment travailler, ça change complètement la donne. Et donc là-dessus,
les autres intervenants vont donner leur avis aussi, mais pour moi, c'est vraiment l'enjeu. Et donc, pour nous, justement, on peut vraiment répondre à cette question principale qui est toujours c'est de notre point de vue, hein, je dis pas que je dis pas que tout le monde partage ce point de vue ou que c'est forcément la vérité absolue. Nous, en tout cas, on considère, et c'est un des constats qu'on fait souvent chez AccureJob, que le métier globalement est assez mal considéré. Et ça se voit de plusieurs façons. D'une part, donc parce qu'on est effectivement très peu formé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris 2-3 bases à l'école, on part du principe que c'est pas à l'entreprise de nous apprendre quoi que ce soit, ou alors c'est sur notre temps perso, ce qui n'est pas forcément viable. On a très peu de temps pour faire de la veille, c'est-à-dire qu'en fait on a des boulots qui globalement demandent beaucoup d'investissement quand même, c'est-à-dire une remise en question permanente, rester un peu à jour au niveau des technos, au niveau des méthodes, c'est vraiment pas évident. Et en fait, en tout cas quand on est salarié, c'est très 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 rare, et en France je connais presque aucune entreprise qui va permettre d'aller avoir en fait du temps pour faire de la veille, pour se tenir au courant de ce qui se passe et pour progresser. Et pour nous c'est vraiment fondamental en fait dans l'approche du travail de développeur. Et accessoirement, on considère qu'on a une faible rémunération, donc ça aussi je le mets entre guillemets. Quand je dis faible, c'est relatif par rapport à ce qu'on peut gagner quand on est à son compte. Mais je suis bien conscient du fait que déjà, la rémunération d'un développeur salarié est quand même plutôt au-dessus de la moyenne, on est tous d'accord là-dessus. Mais je parle vraiment par rapport au niveau de rémunération qu'on peut considérer dans les milieux anglo-saxons et au milieu de rémunération qu'on peut trouver dans les freelances. Alors oui, évidemment, ça ne s'applique pas que aux devs. Là, aujourd'hui, du coup, c'est vrai que je concentre sur les devs. D'ailleurs, consultant, il n'y a pas que des devs, hein, on est d'accord. Mais il y en a beaucoup, en tout cas. On pense beaucoup à eux et notamment à ce qui est fait en ESN. Mais oui, effectivement, ça ne s'applique pas que aux devs, ça, globalement. Et nous, en tout cas, voilà, on se reconnaît pas du tout dans le modèle qu'on nous propose souvent à l'école et qu'on nous propose par la suite quand on arrive en entreprise, qui est de dire, bah voilà, tu vas faire une école, tu auras entre 3 et 5 ans d'études supérieures, ensuite tu seras un dev junior pendant 2 ou 3 ans, après tu seras dev senior pendant 2 ou 3 ans, déjà, il n'y a pas trop d'étapes intermédiaires, c'est soit on est junior, soit on est senior, et puis après tu seras chef, voilà, si tu as plus de 5 ans d'expérience, c'est bon, tu seras chef, et là, du coup, tu pourras prétendre à des rémunérations un petit peu plus élevées. Et donc bah, ça a plein d'effets hyper pervers, hein. Ça fait que du coup, d'une part, il y a des gens qui se retrouvent chefs qui n'ont pas du tout envie de l'être et qui potentiellement auraient été des très bons devs. Et puis, bah, ça participe vraiment à la dévalorisation justement du métier parce qu'en fait, il y a quelque part une sensation qui se crée, qui est de dire, mais en fait, oh là là, moi j'ai 30 ans passés, tous mes collègues de promo maintenant, ils sont chefs de quelque chose. Moi, je suis encore développeur, est-ce que c'est normal, quoi? Alors c'est sûr que oui, avec les nouvelles formations, on peut se dire que ça change, mais enfin, quelque part, ça montre même encore plus cet effet pervers, quoi. C'est que même maintenant, voilà, on part du principe que tu peux être chef de projet en un an. Allez, enfin, remarque, quelque part, je crois que je préfère. C'est-à-dire, je préférais qu'il y ait des formations bien distinctes, soit tu es développeur, soit tu es chef de projet, et partir du principe que parce que tu as été développeur, tu vas devenir chef de projet, c'est sûr que c'est quelque chose qui est pas normal, quoi, qui pose problème. Nous, en tout cas, l'alternative qu'on voit et qu'on vit et qu'on pratique et qu'on essaye de répandre autour de nous, c'est vraiment celle-là. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe, quelquefois, la façon de laquelle tu veux t'épanouir, tu peux te donner les moyens de le faire. Et tu peux te donner les moyens de le faire, d'après nous, notamment grâce au freelancing. Pour être très clair, ce que j'entends par épanouissement, c'est vraiment plein de choses, quoi. C'est pas forcément, je sais pas, enfin, il y a plein de façons de s'épanouir. On peut être épanoui en faisant en sorte de travailler que 6 mois dans l'année. On peut être épanoui je sais pas, même en travaillant encore moins que ça. On peut être épanoui, à l'inverse, en travaillant beaucoup, mais sur une techno qui va vraiment nous intéresser, etc. Donc, l'idée, c'est qu'avec le freelancing, vous allez vraiment avoir plus de moyens pour vous épanouir et on va voir après pourquoi et comment. Alors effectivement, sur les chefs, c'est vrai qu'on peut dire que c'est des métiers différents. Alors quand c'est des anciens devs, oui, c'est mieux, c'est moins bien. Bon, c'est pas trop le sujet du soir, donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais tu as aussi un effet pervers, c'est quand tu as un chef de projet qui du coup va t'expliquer comment coder sous prétexte qu'il a été dev il y a 5 ou 10 ans, c'est toujours une problématique aussi, quoi.
Mais bon, c'est pas le sujet du soir, mais en tout cas, voilà, je pense que ce truc-là, et là encore, même pas que dans les devs, vous l'avez sûrement tous ressenti, quelque part, en gros, c'est soit on vous dit vous êtes dans la prod, et donc vous n'êtes pas chef, donc vous n'êtes pas bien valorisé, et du coup, une fois que vous avez plus de 5 ans d'expérience, on peut commencer à envisager de vous filer d'autres postes, soit vous êtes plus dans la prod, et donc vous êtes un petit peu mieux valorisé, ce qui pose tout un tas de problèmes. Ok, donc maintenant, je vous propose d'en venir vraiment au sujet. Donc, puisque la question c'est de savoir est-ce que, en tant que consultant, la vie de freelance est faite pour vous? Déjà, on peut se poser la question, bah, c'est quoi la journée d'un freelance? Alors, en l'occurrence, je suis désolé, je vais encore prendre l'exemple d'un dev freelance, puisque c'est ce que je connais, mais pour le reste, je suis aussi à peu près sûr que c'est la même chose. Bah, globalement, on se lève le matin, souvent on a un daily ou équivalent, ensuite on va coder, c'est-à-dire qu'on se met derrière un PC, puis on râle sur les lignes de code qu'on a devant nous, ensuite on va manger avec des collègues, et on retourne râler un petit peu sur le code, et ensuite on rentre chez nous, et si on a un peu de chance entre-temps, on a pu aller prendre un café avec des gens sympas. Autrement dit, on fait exactement la même chose qu'un consultant qui ne serait pas freelance. Et ça, je pense que vous l'avez, en tout cas tous ceux qui ont déjà travaillé avec des freelances l'ont sans doute constaté, on fait vraiment la même chose en fait au quotidien, on arrive dans l'entreprise, en général on est obligé de participer aux mêmes réunions, voilà, c'est la seule chose qui change en fait, c'est qu'on n'a pas les mêmes supérieurs, mais même ça en général, c'est pas, enfin c'est masqué quoi, ça se voit pas. Et je dirais qu'à la limite, si, il y a quand même un truc très concret, c'est que nous, au moins une fois par mois, alors plus suivant le boulot qu'on fait, mais souvent quand on fait du consulting, on a un client assez récurrent et on va lui envoyer qu'une ou deux factures par mois. Donc s'il y a bien un truc quand même important qu'on a à faire et que vous n'avez pas à faire quand vous êtes salarié, c'est d'envoyer la facture, ça c'est sûr. Mais je vous rassure, en général on y pense et on est même plutôt content de le faire. Mais pour le reste, bah, franchement, c'est très très identique quoi. En tout cas sur le quotidien. Mais évidemment, il y a aussi quelques différences dont on va parler juste après. Alors on traite les freelances comme des salariés, oui, je sais pas si c'est un problème ou en fait juste un. En fait, je dirais plutôt qu'on traite les freelances comme des consultants de SN. Et on traite les consultants de SN de plus en plus comme des salariés, effectivement, en tout cas en termes de gestion de la hiérarchie. Mais il faudra oui, se poser les questions là-dessus, mais globalement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, que vous soyez consultant en ESN ou freelance, vous aurez vraiment le même ressenti, le même statut dans l'entreprise, quoi. Y a-t-il un frein à demander des missions en remote? Ça, je vous propose de, je sais pas, Clémentine, je compte sur toi pour noter les questions importantes à mettre de côté, auxquelles on va pas répondre tout de suite, même si la réponse est non. Mais donc, est-ce que tu peux Yes, noter, y a-t-il un frein à demander des missions plutôt en remote? Voilà, je sais pas si d'autres intervenants voudront en parler ou voilà. complètement. Du coup, on reviendra après dessus. Ok, donc en général, la question suivante qu'on se pose, c'est ok, admettons, tu fais le même boulot que moi, ça a l'air super, mais en fait, tu gagnes combien? Bon, sauf qu'en général, on n'ose pas nous poser la question, parce que bah, voilà, on est dans une culture où c'est pas bien de parler d'argent, c'est pas bien de dire combien on gagne, il faut toujours être très modeste et faire très attention là-dessus. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de pas en parler, bah, du coup, il y a plein de mythes, il y a plein d'aberrations sur le sujet, donc moi, je préfère en parler très clairement. Surtout que pour le coup, le meilleur conseil que j'ai reçu là-dessus vient de Hugo Lassiège, donc c'est plutôt d'actualité. Donc Hugo Lassiège, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le CTO de Malte en fait. Et Hugo, bah, il est arrivé sur Lyon justement, il descendait de Paris, et il est arrivé sur Lyon, bah, il se trouve qu'il est arrivé dans les années 2013, donc au moment où je me lançais, et donc j'ai eu bah, l'occasion à de nombreuses reprises d'échanger avec lui sur le sujet, puisque lui justement, avant d'être CTO de Malte et de monter donc cette plateforme, bah, lui-même évidemment, il a été freelance pendant longtemps. Et c'est aussi un sujet, donc évidemment, qui lui tient à cœur. Et donc à l'époque, il m'a dit, bah en fait c'est simple, si tu veux avoir une idée de combien tu vas pouvoir gagner, tu prends ton TJM, tu rajoutes un zéro, et globalement, c'est ton salaire mensuel. Pourquoi? En fait, c'est très simple. C'est parce que bah, si vous prenez ce que vous rentrez comme argent chaque mois, vous pouvez vous dire que globalement, il y en a la moitié qui partiront, que ce soit en charges sociales, en complémentaires et en tout le reste. Mais globalement, le reste, vous pouvez à peu près le garder. Évidemment, c'est très grossier comme estimation, mais empiriquement, franchement, c'est plutôt proche de la réalité. Donc maintenant, prenons des chiffres. Bah, je sais pas, du coup, j'imagine qu'il y a des gens de un peu toute la France. Très clairement, quand vous êtes plutôt, moi je suis en région lyonnaise, donc les TJ vers Lyon, ils vont aller, on va dire, de 350 quand on débute jusqu'à 550, 600. Après, on peut toujours tomber sur des exceptions, mais en gros, la moyenne, ça va plutôt être dans ces tranches-là.
À Paris, ben, on va plutôt être entre 500 et 700, et puis encore là, ça peut monter très haut, 800, 900. Donc, bah voilà, je vous laisse ajouter un zéro pour déterminer le salaire du coup qu'il peut y avoir derrière. Et donc oui, ça fait beaucoup. Concrètement, effectivement, un freelance à Lyon va gagner facilement 4000, 4500 euros net par mois. Et à Paris, ça va pouvoir monter effectivement à 6000, 6005, 7000, voire plus. Mais évidemment, et ça c'est ce qu'on va dire à côté, quand il est en mission évidemment, donc ça c'est le premier point, parce que si on n'a pas de mission, c'est sûr qu'on ne gagne pas d'argent. Donc ça c'est une grosse différence, et tu fais bien de le rappeler Thomas. Ok, tu gagnes 4000 euros les mois où tu travailles, mais les mois où tu travailles pas, tu gagnes zéro. On est bien d'accord. Et surtout, en vérité, nous évidemment, on encourage à peu près personne à essayer de gagner 15 000 euros, 15 000 euros par mois. On va plutôt l'encourager à progresser et à travailler moins. Sans compter la part de l'ESN, si, je comptais bien la part de l'ESN. Hein. Aujourd'hui, un TJ, voilà, même si je passe par une ESN qui me place chez un client qui va prendre, je sais pas, 15 ou 20%, je vais pas être en dessous de 400 ou 450 euros au jour, hein, c'est sûr. Mais effectivement, tu as bien raison de le souligner, le client, lui, il paye souvent 20 ou 30% d'intermédiaire. On va revenir aussi dessus après, justement. Alors, sauf s'il passe par Malte, pour le coup, il payera moins d'intermédiaire. Alors, donc oui, on gagne beaucoup d'argent, ça c'est pas un mythe, mais par contre, bah, évidemment, normalement c'est le point suivant, vous dites, ah bah non. Le point suivant c'est de dire, ok, vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous n'allez pas faire la même chose avec. Et oui, on est d'accord, parce qu'il y a des choses qu'on a besoin de payer quand on est freelance, qu'on n'a pas besoin de payer quand on est salarié. Ça va être le point d'après. Mais d'abord, il y a aussi cette question après, d'ailleurs c'était la réaction de Thomas, ok, c'est super, tu gagnes plein d'argent, mais comment tu trouves tes missions? Bon, bah là-dessus, évidemment, il y a les plateformes en ligne, comme Malte, et ses concurrents, qu'on ne pourra pas citer du coup. En fait, en vrai, on pourrait les citer. Hein. Personne ne m'a demandé de pas les citer, mais Non, complètement. Et puis, quand on intervient sur des événements, on cite certains. C'est bien d'être sur plusieurs plateformes. voilà. Mais en fait, il faut savoir que de toute façon, les autres plateformes en général ont aussi leurs spécificités. En fait, voilà. Il y en a qui sont plutôt vraiment orientés JS, il y en a qui sont beaucoup plus dans l'écosystème parisien, il y en a qui vont être beaucoup plus national, d'autres internationales. Enfin voilà. Mais effectivement, donc il y a plein de places de marché, et donc bah, on commence par se mettre là-dessus. Maintenant, en toute transparence, d'expérience, pour l'instant, c'est pas le principal moteur pour trouver des missions. Aujourd'hui, la principale chose qui nous permet de trouver des missions, très clairement, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire LinkedIn et Twitter principalement. Peut-être des gens qui trouvent sur Facebook, je sais pas, moi pas, mais peut-être que ça viendra un jour. Mais en tout cas, LinkedIn et Twitter sont très très efficaces pour ça, et pour relayer et pour trouver des missions. Alors, sur Tinder, j'ai pas essayé encore, c'est possible. Et donc, ça, c'est le deuxième point. Donc, soit via les plateformes en ligne, ça, on va dire que c'est le plus simple, mais effectivement, en général, on va trouver moins de choses que via les réseaux sociaux. Le troisième point, évidemment, c'est via les communautés, c'est-à-dire via les relations directes en fait que vous pouvez avoir si vous faites des meet-up, si vous faites par exemple ce genre de soirée. Où vous pouvez rencontrer d'autres personnes, et en fait très souvent justement soit des personnes qui sont dans des équipes qui ont besoin de recruter, soit des personnes qui recrutent directement, voilà. Donc vous avez le réseau direct qui est forcément plus difficile à cultiver mais qui est intéressant. Et après il y a évidemment les fameuses ESN. Donc ça c'est un truc que j'aime bien raconter, parce que en fait comment on trouve les missions, ben, j'ai envie de dire en dernier recours, exactement de la même façon que vous le faites en ESN mais en mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, en ESN, bah, vous avez du coup le ou les commerciaux de votre ESN qui vous cherchent une mission. Alors que quand vous êtes freelance, bah, globalement, vous avez toutes les ESN de la région qui vous contactent pour vous proposer leurs opportunités. Et pourquoi ça, c'est un truc qui me tient à cœur? Parce que je connais une ESN lyonnaise que je ne citerai pas, qui, donc pour un de ses salariés qui venait d'être papa, s'est dit bah tiens c'est super, toi tu bosses, du coup on va t'envoyer travailler à Valence. Évidemment, comme on veut pas entendre parler de télétravail, bah tu vas faire tes 3 heures, 3 heures et demie de trajet par jour, voire 4 heures en plus parce qu'il était plutôt dans le nord de Lyon. Et voilà, et donc bah t'es content, t'es jeune papa, tu te tapes tes 4 heures de route par jour. Et ça c'est vraiment un truc que je trouve scandaleux, parce que de mon point de vue, s'il y a bien un intérêt normalement aux ESN, justement, c'est d'avoir des commerciaux qui du coup connaissent vos problématiques, vos situations de vie, et qui vont vraiment faire en sorte de vous trouver des missions adaptées, quoi. Et donc typiquement, une mission à 2 heures de chez vous, c'est pas adapté si vous êtes un jeune parent. C'est même limite dangereux, puisqu'on sait que vous allez être fatigué, vous vous forcez à faire 4 heures de route par jour, c'est vraiment ridicule.
Donc voilà. Alors évidemment, je dis pas que toutes les ESN font ça. Il y en a qui le font très bien. Il y a beaucoup de commerciaux qui essayent de travailler très bien, hein. Je dis pas du tout le contraire. Mais le fait est que quand vous êtes en freelance et que si vous n'avez pas trouvé de mission sur les plateformes et que vous n'avez pas trouvé de mission via les réseaux sociaux et que vous n'avez personne dans votre entourage qui peut vous en trouver, vous allez aussi écumer les ESN, comme vous pourriez le faire en recherche de CDI. Et du coup, effectivement, en général, la marge est un peu plus élevée. Mais encore une fois, voilà, on va pas descendre sous les 400, 450 euros de TJ en général. Et, et du coup, potentiellement, ça vous donne beaucoup d'opportunités. Et surtout, d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que souvent, vous avez plusieurs ESN en fait qui vont vous connecter, qui vont vous contacter pour une même opportunité. Et donc là, vous allez pouvoir justement faire jouer la marge, des choses comme ça, pour aller plutôt chez l'un ou plutôt chez l'autre. Bon, voilà. Donc en gros, comment est-ce qu'on trouve des missions? Les plateformes, les réseaux sociaux, le réseau direct et en dernier recours, les ESN. Et d'ailleurs, il y a aussi des ESN qui sont complètement spécialisés dans le placement de freelance, qui n'ont même pas de salariés et qui ne font que placer des freelances. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut dire que c'est des ESN. Je pense que si, parce qu'ils placent en général des freelances de l'IT. Mais voilà. Donc voilà comment on trouve des missions. On va venir juste après dessus. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps facile, surtout en ce moment. Mais c'est un truc que je répète aussi souvent. Moi, en tout cas, alors après, je fais ça que depuis 2013, hein, je suis loin d'avoir tout vu, mais de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, et comme vous l'avez vu, en mettant pas mal les mains dans plein de sujets autour du freelancing, j'ai encore jamais vu un freelance un freelance dans l'IT, qui a été obligé de mettre la clé sous la porte parce qu'il n'avait pas trouvé de mission. J'ai vu, pardon. J'ai vu des freelances par contre qui ont accepté des missions pas forcément hyper intéressantes parce qu'ils avaient besoin de manger, ça oui, mais qui vraiment se sont retrouvés très en difficulté parce qu'ils n'avaient pas trouvé de mission, ça m'est encore jamais arrivé. Par contre, des freelances qui pensaient qu'ils allaient se retrouver en difficulté, ça j'en vois à peu près tous les mois. Et c'est normal, hein. Moi le premier, quand je me suis lancé, évidemment, comme tout le monde, j'avais la boule au ventre et j'avais très peur de ne pas trouver de mission. Donc le point suivant, c'est de dire, bon ok, admettons, on a à peu près une idée de comment trouver des missions, on pourrait gagner plus d'argent, mais on sait très bien que tu nous as un peu menti, puis d'ailleurs c'est normal, hein, parce que ça ressemble un peu à une formule magique, forcément, si j'arrive en vous disant, écoute, toi qui es développeur, en fait je fais le même travail que toi, mais je travaille un jour de moins par semaine et je gagne 1500 euros de plus par mois, tu vas me dire, tu te fiches un peu de moi. Et pourtant, non, mais en fait, par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai des choses dont il faut que je me préoccupe, dont toi, en tant que salarié, tu n'as pas à te préoccuper. Et typiquement, tout ce qui est protection sociale, c'est un très gros sujet. Évidemment, quand vous êtes freelance, vous avez plus de chômage, même si c'est en discussion. En tout cas, pour l'instant, vous avez plus de chômage. Vous avez une sécurité sociale qui est assez ridicule. Et vous avez plus de complémentaire, parce qu'en général, quand on est salarié, on s'en rend pas compte, mais en fait, c'est l'entreprise qui paye au moins en partie la complémentaire, c'est une obligation légale. Et donc, quand vous allez, quand vous faites un séjour à l'hôpital, vous avez toujours l'impression que tout est gratuit. En fait, quand vous êtes à votre compte, vous vous rendez compte que non. Si vous n'avez pas une bonne complémentaire, c'est pas du tout gratuit les séjours à l'hôpital. Donc, il faut vraiment faire très très attention là-dessus, c'est clair. Mais c'est justement, en fait, la différence de revenus, elle est notamment justifiée par ce risque-là. Donc après, effectivement, pour savoir si la vie de freelance est faite pour vous, la question c'est est-ce que vous êtes prêt à prendre ce pari-là ou pas? C'est-à-dire, ok, je vais gagner sans doute beaucoup plus, sans doute 25 à 30% de plus que ce que je gagne en ce moment, si c'est pas 50% suivant ce que je fais. Ça c'est ok, c'est ce que j'aurai dans la poche à la fin du mois, mais à côté de ça, il faudra que je prenne des complémentaires. Et si je suis vraiment en difficulté à un moment donné, parce que pour une raison X ou Y, que je trouve plus du tout de mission, ou parce que j'ai un accident très grave qui fait que j'ai des gros problèmes de santé, peut-être que ça va devenir très difficile. Effectivement, et beaucoup plus difficile que si j'étais salarié, et ça c'est une réalité. Et donc j'ai parlé de la sécurité sociale, mais effectivement c'est pareil pour la retraite notamment. La retraite de base est juste ridicule, hein. Si vous n'avez pas une complémentaire, clairement, vous vous en sortirez pas. Et donc, je vous ai dit, aujourd'hui, les freelances que j'ai vu faire banqueroute, il y en a très peu, mais le peu que j'ai vu le faire, enfin, j'en ai notamment vu très en difficulté parce que justement, ils s'étaient pas du tout préoccupés de ça. Ils sont arrivés à la retraite. Pour le coup, c'était plus des entrepreneurs, en l'occurrence, c'était des restaurateurs, mais du coup qui sont assimilés à des freelances en termes de structure. Et du coup, forcément, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais attends, j'ai gagné 4 ou 5 000 euros par mois toute ma vie, et là, j'arrive à la retraite et ils me filent 200 euros par mois. Comment ils veulent que je vive avec ça, quoi? Et ben oui, parce qu'en fait, une
une des raisons, une des conditions qui fait que tu touchais tes 5 000 euros par mois, c'est que derrière, tu payais pas toutes les complémentaires, etc. du régime général, qui font que maintenant que tu arrives à la retraite, effectivement, tu as 3 fois rien. Donc, il faut vraiment t'en préoccuper dès que tu te lances. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour se dire ah bah zut, est-ce que j'aurai une retraite? Donc voilà, effectivement, oui, on est mieux payé, mais oui, on porte plus de risques. On n'a pas de chômage non plus, donc ça c'est évidemment un gros sujet, puisque effectivement, c'est soit je travaille et je gagne beaucoup d'argent, soit je travaille pas du tout, et du coup, je gagne absolument rien. Alors, quand deux ESN veulent le même freelance, est-ce qu'il y a une notion de premier arrivé, premier servi? Bah non, enfin je sais pas, c'est à toi d'imposer les règles, hein. En général, c'est plutôt la règle du le freelance va là où c'est le plus intéressant pour lui. Il n'y a pas de raison que ce soit une autre règle que ça, quoi. Bah oui, mais pour le même client, c'est pareil en fait, hein. Après, justement, s'il est prêt à baisser sa marge, il peut baisser le prix final pour le client, et s'il est prêt à te payer un peu plus toi, bah du coup c'est comme ça qu'il peut t'avoir. Mais en tout cas, c'est rarement le client final qui choisit. Ok, donc bon bah ça je viens de le dire, il y a quand même un gros sujet, hein. Ok, déjà vous craignez pas le chômage quand vous êtes en ESN, ou en fait peu importe la structure dans laquelle vous êtes salarié, mais en plus vous êtes payé même si vous n'avez pas de mission. Donc ça c'est un truc super important quand on fait du consulting, parce qu'effectivement on n'est jamais certain d'avoir une mission. Donc ça c'est vrai, je vous encouragerais juste quand même à essayer de faire le calcul, parce que objectivement votre ESN ou votre structure en fait vous pouvez la considérer entre autres, pas que, mais entre autres comme une seconde assurance chômage. Si on se concentre vraiment sur le SN, on peut dire qu'en fait, pour un développeur, en tout cas, encore une fois, c'est les sujets que je connais, hein, pour un développeur qui travaille en ESN, on peut considérer que le SN est censé lui apporter vraiment deux choses. D'une part, c'est donc cette sécurité, donc quelque part cette seconde assurance chômage, c'est-à-dire gagner de l'argent sans être au chômage et sans avoir pour autant à être en mission chez un client. Et le fait de trouver des clients, donc de ne pas avoir à trouver des clients, puisque normalement il y a des gens qui s'en occupent pour nous. Je vous encourage juste à faire le calcul en fait, c'est-à-dire, donc j'en parle notamment dans mon livre en fait, hein, je donne une façon simple et détaillée de calculer. Je vous encourage juste à faire le calcul, c'est-à-dire effectivement vous avez cette sécurité-là, mais à chaque fois que vous avez une sécurité, posez-vous quand même la question de combien elle vous coûte. Et là, en fait, si vous faites le calcul de votre TJM et donc de combien vous rapportez à votre boîte chaque mois, et même en prenant en charge toutes les charges patronales, et que vous regardez du coup combien ils prennent de marge sur votre travail, vous allez sans doute tomber des nues. Et en gros, voilà, ça se situe assez haut. Ça se situe voilà, au-dessus de 60% en général sur ce que vous produisez. Et donc, je dis pas que enfin, je comprends qu'on puisse accepter et vouloir cette situation-là, hein, c'est une sécurité, on peut être prêt à payer très cher sa sécurité, ça me dérange pas du tout, mais au moins il faut en être conscient, quoi. Il faut quand même être conscient de ce que ça coûte. Donc c'est pas une mauvaise chose en soi, juste il faut être conscient que c'est potentiellement il y a des alternatives, ou si en fait vous portez vous-même le risque potentiellement d'être en interco et de ne pas avoir de chômage, bah, du coup tout de suite vous allez prendre 50% de salaire parce que du coup bah, c'est vous qui portez ce risque et l'avantage c'est que vous pouvez choisir du coup comment vous voulez le porter, comment vous voulez gérer, bah, puisque vous gagnez plus d'argent, comment est-ce que vous allez les gérer le fait que potentiellement un mois ou plusieurs mois d'affilée vous allez vous retrouver à ne rien gagner du tout. Voilà. Donc je vous encourage un petit peu à faire ce calcul, et alors surtout, parce que ça je l'entends souvent, et alors c'est vraiment une grosse aberration, si vous êtes salarié et que vous connaissez pas votre TJM, ben non, c'est pas possible. Demandez-le. Enfin, vous vous rendez compte que du coup on vous demande d'aller travailler, et derrière, potentiellement, quand vous dites mais au fait combien je te rapporte, le mec va te répondre non, non, mais laisse tomber, on verra ça plus tard. Bah, dites-vous qu'en général c'est très louche, quoi. Si on veut pas vous donner votre TJM, c'est très très louche. Et la raison en général, c'est que justement cette marge en fait, elle est moyennement assumée, quoi. C'est-à-dire que effectivement, quand on te met noir sur blanc, en fait, quand on te dit bah voilà, en fait, il se trouve que tu nous rapportes 12 000 euros par mois et que nous on te paye toute charge comprise 4 000 euros par mois, bah oui, en général c'est dur à expliquer, dit comme ça. Je caricature volontairement, encore une fois, mais juste voilà, essayez quand même de faire le calcul pour savoir ce que ça coûte. Alors le point suivant, éventuellement, c'est que vous pouvez vous dire, bah ok, admettons, je trouve des missions, c'est super, je suis prêt à prendre le risque, je sais que c'est risqué, enfin c'est plus risqué évidemment qu'en étant salarié, mais d'un autre côté, je vais gagner plus d'argent et donc je pourrais gérer moi-même ce risque-là. Mais j'ai quand même un autre problème, c'est que moi je supporte pas l'administratif. Bon, bah là je peux vous rassurer, je connais personne en fait qui apprécie l'administratif. Ça saoule un petit peu tout le monde. Alors pardon, justement, il y a une question sur les retraites.
Il y en a plein en fait, hein, des organismes de retraite notamment. Alors évidemment, il existe en fait parce qu'il faut bien vous dire qu'en fait, les problématiques qu'on a en freelance, évidemment, on n'est pas les seuls. En fait, les problématiques qu'on a, c'est des problématiques de chefs d'entreprise. Donc évidemment, il existe tout un écosystème autour de ça pour assurer les chefs d'entreprise. En fait, la question, c'est comment les gens qui ne sont pas salariés, donc qui ne bénéficient pas du régime général, font pour profiter quand même d'une sécurité sociale, d'une retraite, etc. Donc il y a plein de choses autour de ça, hein, et globalement, c'est des complémentaires privés, mais vous allez retomber sur les mêmes assureurs que vous connaissez, hein, du AXA, etc. Et vous allez pouvoir avoir des choses. Mais comme je disais, vous allez avoir plus de liberté. Donc si vous décidez qu'en fait, vous, votre risque, vous voulez le gérer en investissant dans l'immobilier, bah, c'est possible aussi. Et il y en a plusieurs qui le font aussi. Et souvent, en fait, il faut faire un petit peu un mix de tout ça. Donc c'est ce que je disais, l'avantage, c'est que par rapport à quand on est salarié, bah, de toute façon, on nous dit, voilà, tu auras ta retraite et puis c'est tout. Là, en gros, on vous dit, bah voilà, tu as ton argent, maintenant débrouille-toi, mais attention, quand tu seras à la retraite, nous, on te donnera rien. Donc soit tu investis dans une complémentaire, soit tu investis ailleurs, mais en tout cas, tu viendras pas nous demander de compte plus tard. Voilà. Donc des organismes, il y en a plein. Voilà, on pourra en reparler après, mais je te garantis que c'est très facile à trouver. Et il existe aussi des courtiers en fait qui sont vraiment spécialisés là-dedans, qui vont aller voir les chefs d'entreprise, les gens qui ne sont pas salariés, et qui vont leur proposer tout ce qu'il faut en termes de protection. L'administratif, personne n'aime. On est tous d'accord. D'ailleurs, c'est le sujet de kickbanking, entre autres. Hein. C'est notamment d'enlever ce frein-là. Mais globalement, il faut bien vous dire que l'administratif, ça peut être beaucoup délégué. Donc bah, là encore, je laisserai les intervenants donner leur avis. Moi, en tout cas, je trouve que c'est beaucoup moins dur que ce qu'on se dit a priori. Mais par contre, nier complètement que c'est une charge et qu'il faut s'en occuper, c'est faux aussi, hein, on est bien d'accord. Ça reste quand même quelque chose dont il faut se préoccuper. Et c'est pas si évident ou trivial que ça, on est tous d'accord. Donc en gros, si vous aimez pas l'administratif, ce que je peux comprendre et qui est totalement légitime, n'hésitez pas à déléguer. Mais en gros, si vous avez un comptable ou si vous avez des logiciels comme Kickbanking, mais plein d'autres qui vont vous aider en fait à gérer votre administratif, vous allez voir que c'est vraiment pas si compliqué que ça. Du coup, vous allez déléguer, donc vous allez payer un petit peu. Mais voilà, c'est loin d'être insurmontable. Mais par contre, même si vous déléguez, surtout, faut quand même vous en préoccuper. C'est-à-dire que juste tout déléguer en disant non, moi je veux pas en entendre parler, c'est mon comptable qui s'en occupe, ça ne le faites pas. Vraiment. Parce que là, pour le coup, oui, et si vraiment c'est un truc où vous dites non, mais moi même juste entendre hors taxe TTC, ça me donne des boutons. Non, effectivement, si vous en êtes là, sans doute que le freelancing, en tout cas avec une structure indépendante, sera pas pour vous. Après, il y a d'autres choses. Hein. Vous pouvez aller, je sais pas, dans une CAE par exemple, ou dans des structures en fait qui vont vous donner à peu près le même niveau de satisfaction, mais où en fait vous allez donner une part de vos revenus pour justement que des gens s'occupent complètement de votre administratif. Et là, vous aurez limite l'impression d'être un salarié parce que vous aurez absolument rien à faire. Mais du coup, ça va vous coûter plus cher évidemment. Mais effectivement, ça peut être un choix que vous faites. Mais si vous faites le choix de vous mettre à votre compte, même si vous déléguez tout, préoccupez-vous quand même de ce qui se passe, parce que, donc j'ai dit, hein, les peu de gens que j'ai vus en difficulté, c'était des gens par rapport aux protections sociales, mais ceux que j'ai vraiment vus mettre la clé sous la porte de leur activité, c'était vraiment à cause de l'administratif. Très concrètement, c'est quoi? C'est un paiement à l'URSSAF que vous connaissez pas ou que vous négligez ou une lettre que vous n'avez pas reçue et du coup à un moment donné un coup de fil qui vous dit bonjour, il faut que vous payiez 30 000 euros la semaine prochaine et là vous faites mais moi j'ai que 5 000 euros sur mon compte, comment on fait? Et là vous dites bah c'est simple, on prend les 5 000 euros et on ferme votre entreprise. Voilà. En gros c'est comme ça que ça se passe. Évidemment c'est des histoires d'horreur, hein, mais ça peut... C'est juste pour dire que globalement il faut s'en préoccuper parce que c'est ça par contre oui ça peut arriver et ça c'est un vrai risque, à la limite je dirais que c'est sans doute ce risque là est sans doute plus avéré que le risque de ne pas trouver de mission, en tout cas dans l'IT en freelance. Donc juste un petit lexique très rapidement pour que vous ayez au moins quelques pistes et au moins quelques mots-clés à aller chercher. Quand on parle de personne physique et morale, donc une personne morale, en fait, c'est une entreprise. C'est quand on donne une identité à quelque chose qui n'est pas une personne physique. Donc voilà, on lui crée une identité. On lui crée une identité à travers un statut juridique. Un statut juridique, concrètement, c'est un papier, un document qui décrit comment fonctionne la personne morale en question. La personne morale, donc il y a une entreprise, elle a un siège et un capital social. Son siège, c'est son adresse. Son capital, c'est combien d'argent vous mettez dedans au moment où vous la créez. Mais en plus, il faut savoir que le fait de créer une personne morale, notamment en freelance, en fait, c'est une des possibilités. En fait, il y a des statuts auxquels vous allez créer des personnes morales et il y a des statuts où vous allez rester en personne physique, notamment le fameux statut de micro-entrepreneur.
Et en personne physique, il n'y a pas de personne morale, donc il n'y a pas vraiment de notion de statut. Il y a quand même un siège social, mais il n'y a pas de capital social. Et tout est très simplifié pour ce qui est de la micro-entreprise. On va en parler juste après, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Donc l'exercice comptable, c'est qu'en gros, si vous êtes justement une personne morale, vous avez des comptes à rendre chaque année, et ces comptes-là, en général, c'est fait par un comptable, mais vous pouvez très bien le faire vous-même, hein. Il n'y a rien qui vous force à passer par un comptable, mais en général, on préfère passer par un comptable parce que c'est pas des trucs qui nous intéressent. Et donc l'exercice comptable, c'est une fois par an, il faut rendre des comptes, effectivement, en gros, pour dire, prouver qu'on n'est pas en déficit, si je caricature. La notion de chiffre d'affaires, ça c'est quand même très important parce que je connais beaucoup trop de gens qui se lancent sans voir ce que c'est. C'est juste l'argent que vous rentrez. Donc comme je disais, si vous avez un TJ à 500 € et que vous travaillez 20 jours dans le mois pour votre client, du coup vous rentrez 10 000 € sur votre compte en banque, ça c'est votre chiffre d'affaires. Voilà. Mais attention, il y a la fameuse notion de TVA par-dessus. La TVA, c'est un super impôt inventé par la France et que tout le monde nous a piqué depuis tellement il est trop bien. Le principe, il est simple, c'est de dire à chaque fois que quelqu'un produit de la valeur, je vais le taxer. Et après, je vais lui demander de me reverser cette taxe. Donc, vous êtes prestataire de service dans une boîte, vous produisez 10 000 € de valeur ajoutée de service dans le mois, et du coup, en fait, vous allez facturer votre client 12 000 €, c'est-à-dire 10 000 € de prestations plus 2 000 € de TVA. Et votre client, il va payer ces 12 000 € et vous allez reverser 2 000 € que vous avez collectés à l'État et vous allez garder 10 000 € pour vous. Donc c'est pour ça que quand on parle en fait de revenus et quand on parle de TJM pour un freelance, on parle toujours hors taxe. C'est-à-dire qu'on s'en fiche complètement de la TVA, c'est transparent puisque de toute façon on la récupère, on la redonne, c'est pas à nous quoi. On la manipule mais en fait c'est juste à l'État. Donc c'est de l'argent qui peut tomber sur notre compte mais qui est pas à nous. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention en termes de trésor, parce que des fois on peut se retrouver avec 50 000 € sur notre compte et en fait seulement 15 000 € qui sont à nous et le reste qui sont des taxes et des charges. Là aussi je caricature, hein. C'est pas aussi gros que ça, mais c'est l'idée. Et puis la fameuse notion de contrôle fiscal, pourquoi je la mets ici? Parce que souvent il y a des termes un peu lunaires que vous avez dû entendre, du genre abus de biens sociaux ou des choses comme ça à la télé en vous disant oh là là, lui c'est vraiment un enfoiré, il a fait un abus de biens social, sans trop savoir ce que c'est. Un abus de biens social, pour être très clair, c'est en fait à chaque fois que vous utilisez une ressource de l'entreprise à titre privé. Mais ça peut aller très très vite parce que vous êtes en week-end, vous achetez un sandwich et vous vous trompez de carte bleue, vous la payez avec la carte de votre boîte au lieu de la payer avec votre carte perso. Du coup, c'est un abus de bien social puisque vous venez de dépenser de l'argent de l'entreprise à titre personnel. Donc vous voyez qu'il y a des mots qui pouvaient faire flipper comme ça ou qui avaient l'air très graves, que vous allez tout de suite relativiser en vous disant ah oui, non, en fait, la plupart du temps, si on a un contrôle fiscal, la conséquence, c'est pas qu'on a été méchant ou qu'on a essayé de sortir du système, c'est juste qu'il y a des trucs qu'on n'a pas fait exprès ou qu'on savait pas. Voilà. D'où l'importance de faire attention et de se renseigner. Ok, donc ça c'était très très vite pour le jargon. Y a-t-il des spécialités qui se prêtent mieux au freelance que d'autres? Ça, à la limite, je laisserai les intervenants s'exprimer aussi là-dessus. Voilà. Surtout, pour le coup, la réponse de Malte est sans doute plus pertinente que la mienne parce qu'elle a beaucoup plus une vue d'ensemble, quoi. Très rapidement, les statuts, parce que vous allez dire, admettons que je vous ai plus ou moins convaincu jusque-là. Donc vous dites, ok, on va gagner plus d'argent, on va porter plus de risques. L'administratif, ça a l'air chiant, mais on va quand même y arriver, c'est loin d'être insurmontable. Le jargon, bon, c'est pas plus compliqué que le jargon dans l'IT, ok. Passons du coup aux statuts. Les statuts, on va dire, en gros, il y en a 3 principaux sur lesquels vous allez tomber. Soit c'est une micro-entreprise, soit c'est EURL, soit c'est SASU. Et là, je vais aller très très vite pour caricaturer. Si vous vous lancez la micro-entreprise en ce moment, on fait pas mieux. Si vous avez un trop gros chiffre d'affaires pour rester en micro-entreprise, c'est-à-dire plus de 70 000 € par an, ce qui va en général assez vite, et vous allez en général plutôt passer en EURL parce qu'en fait c'est là qu'il y a moins de charges, donc c'est là que vous allez justement pouvoir mieux choisir où vous voulez placer votre argent. Et si vous voulez plus jouer sur les dividendes, ou si pour vous c'est très important de rester au régime général, ça peut être pour plein de raisons, vous pouvez en fait rester salarié ou assimilé salarié tout en indépendant avec le statut de la SASU. Mais là du coup, évidemment vos revenus vont être beaucoup plus taxés, donc tout de suite vous allez gagner beaucoup moins que si vous étiez par exemple en EURL ou en micro-entreprise, mais par contre vous aurez à peu près tous les bénéfices d'un salarié, sauf le chômage, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, on est quand même obligé de parler des inconvénients, parce que oui, il y en a, et on les nie pas, j'en ai déjà donné un certain nombre d'ailleurs.
Et puis surtout récemment, là, on les a bien vus, les inconvénients, hein. Quand il y a une période de Covid, en général, on fait le tour des freelances et on commence par tous les dégager. Et puis une fois qu'on a dégagé tous les freelances, on appelle les ESN et on commence à tous les dégager. Voilà. Puis des fois, on dégage les deux en même temps. Donc je ne sais pas si vous l'avez vécu, moi en tout cas je l'ai vécu. C'est vrai que c'est toujours frustrant parce qu'on se dit c'est quand même une sacrée ressource, enfin un gâchis de ressources quoi, parce qu'ils vont nous mettre à la porte parce qu'ils ont un mois d'activité creuse et voilà, et ils vont mettre en difficulté un projet pour ça. Bon, mais peu importe, c'est pas le sujet. Ce qu'il faut bien voir en revanche, c'est que quand il y a des entreprises en difficulté, il y en a d'autres qui s'en sortent mieux. Voilà. Et donc en fait, dans toute crise, il y a toujours des gens qui en profitent. Et donc c'est assez cyclique en fait. Effectivement, il y a moins de missions dans certains secteurs, mais il y en a beaucoup plus du coup dans d'autres secteurs. Donc effectivement, on est les premiers à sauter, mais en fait, on va aussi être les premiers potentiellement à retrouver. En tout cas, on va retrouver plus facilement, je pense, en étant freelance qu'en étant en ESN par exemple, parce qu'en ESN, il y a vraiment ce risque très important pour eux de ne pas se retrouver avec trop de gens en interco, qui fait que s'ils commencent à avoir beaucoup de gens qui sont chez eux, ils vont rapidement chercher des solutions pour essayer d'enlever des salariés plutôt que d'essayer de retrouver des missions rapidement, quoi. Donc voilà, effectivement, vous êtes le premier maillon à sauter et vous n'avez pas de sécurité, mais encore une fois, normalement, vous avez eu plus d'argent, vous avez pu vous y préparer et vous êtes habitué à chercher des missions parce que ça fait aussi partie de votre boulot. L'autre point, par contre, là aussi que j'ai vécu et qui me semble limite plus important, c'est que si vous voulez emprunter, oui, ça va être compliqué. Enfin, si vous voulez emprunter, en fait, c'est si vous voulez justifier de vos revenus. Et en gros, il y a deux cas majeurs. C'est soit vous voulez faire un gros emprunt, typiquement pour une maison, soit vous voulez louer un appartement et vous avez besoin de prouver vos revenus. Et là aussi, c'est compliqué. Mais juste pour être clair, c'est compliqué quand vous arrivez avec un bilan. Parce que en fait, donc en gros, si vous venez de vous lancer, effectivement, on va vous dire, non, on n'a pas assez de visibilité, on ne peut pas savoir combien vous allez gagner. Même s'ils voient que votre chiffre d'affaires c'est 300 000 euros par an, c'est assez délirant. Et s'ils voient que vos revenus du coup sont très élevés, parce qu'on peut avoir un très gros chiffre d'affaires et un petit revenu. Mais du coup, on y arrive quand même déjà. Simplement, potentiellement, c'est pas forcément hyper intéressant comme emprunt qu'on va avoir, mais à la limite, c'est pas très grave parce qu'on pourra toujours le renégocier au bout de 3-4 ans. Et en fait, une fois que vous avez 3-4 bilans, là par contre, les banques sont plus habituées. Et en général, voilà, quand ils voient que vous avez quand même un bon CA et un bon niveau de revenu, et ça de façon relativement stable depuis quelques années, là vous avez à peu près les mêmes offres que vous pourriez avoir en tant que salarié. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même un gros point. Et maintenant, il y a un autre ouais, donc ultra compliqué quand on est le locataire, ça je suis tout à fait d'accord. Mais encore une fois, donc je sais pas Paul, du coup depuis combien de temps t'es freelance, si tu l'es déjà ou si c'est un truc que tu connais. Mais voilà, si tu l'es après 3-4 ans, c'est quand même beaucoup plus simple. Autre point, 1 an et demi. Ok, voilà. Donc effectivement, tu es encore dans la période un peu difficile. L'autre point super important pour moi, c'est vraiment au niveau de la santé. C'est clair. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui bat la sécurité sociale d'un salarié avec une bonne complémentaire, hein, que les choses soient claires. Et donc, si vous avez des problèmes de santé potentiellement importants ou que vous anticipez, voilà, vous êtes dans une période physiquement un peu compliquée, c'est probablement pas le bon moment pour se lancer. C'était la slide suivante en fait que j'ai un peu anticipé. Voilà, c'est-à-dire qu'il vaut mieux sans doute laisser passer cette période. Et d'ailleurs, je parle de physiquement, mais moralement, c'est pareil, parce que certes, franchement, ça vaut le coup, et à la limite, je laisserai les autres intervenants aussi donner leur avis là-dessus. Personnellement, c'est vraiment une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma carrière pro, ça, il n'y a pas photo là-dessus. Mais par contre, oui, ça demande de l'énergie, et surtout au lancement. Ça demande de l'énergie pour trouver ses premières missions, ça demande de l'énergie pour comprendre un petit peu justement tous ces trucs administratifs, trouver quelqu'un en qui on a confiance pour nous conseiller là-dessus, etc. Et donc voilà, si vous êtes fatigué moralement ou physiquement avant de vous lancer, c'est sûr que c'est pas le moment, quoi. Il vaut mieux attendre le bon moment. Mais par contre, n'allez pas chercher des fausses excuses du genre ah oui mais si je pars mon entreprise va être en difficulté ou ah oui mais il vaut mieux que j'attende la fin de mon projet parce que sinon ça va être compliqué, ils s'en sortiront pas sans moi. Non, je vous rassure, hein, je connais pas trop d'entreprises qui ne survivent pas au départ d'un salarié, surtout en ce moment d'ailleurs ils seraient même plutôt contents de voir des salariés partir en général. Et donc voilà, faut pas trop vous inquiéter là-dessus. Globalement, pour vous lancer, le plus tôt sera le mieux, sauf effectivement si vous avez des difficultés physiques ou psychologiques, et comme on vient de le dire, si vous êtes sur le point de déménager ou sur le point d'acheter une maison. Mais à part ces quelques points, globalement, n'importe quel moment est bon pour se lancer tant que c'est pas trop tard.
J'ai déjà beaucoup parlé. Je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole donc aux différents intervenants. Alors je sais pas, donc Clémentine, si tu veux gérer peut-être les interventions, ou alors on les prend juste dans l'ordre dans lequel vous êtes affiché. Et dans ce cas-là, ça commencerait par Sylvain. Donc je vous laisserai vous présenter, mais en gros, on a dans l'ordre en bas Sylvain, Romain, Kevin et donc Thomas qui va monter sur la scène juste après. Et donc l'idée c'était de dire voilà, c'est super, moi j'ai une certaine expérience sur le sujet, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, j'adore pouvoir en parler, j'adore pouvoir partager sur le sujet, j'adore essayer de partager ma passion autour de ça. Mais déjà, j'étais pas consultant avant d'être freelance, donc c'est toujours mieux d'avoir des vrais consultants qui peuvent en parler. Et puis, c'est toujours bien aussi d'avoir peut-être des expériences contradictoires, ou à la limite peut-être qui vont dans le même sens, mais au moins qui vous donneront d'autres avis sur qu'est-ce que c'est que la vie en freelance. Donc merci encore, et du coup sur ce, je propose de laisser la parole, dans l'ordre c'est parfait, je laisse la parole à Sylvain. Merci beaucoup à tous. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je me présente, Sylvain Couder. Donc je suis un peu comme Emilien, moi je suis développeur depuis 2008. Je suis freelance depuis début 2018. Pour refaire très rapidement mon parcours, donc j'ai un parcours assez classique. Je suis passé par le parcours, on va dire ESN standard. Sauf que j'avais la fâcheuse habitude de pas être capable de rester dans une ESN. Donc ma durée la plus longue ça a été 2 ans et demi, la plus courte ça a été 5 semaines. J'avais un petit peu la bougeotte. J'avais même développé cette super phrase qui disait pour moi à cette époque-là la démission c'était l'hygiène de base en ESN, ne serait-ce que pour être augmenté, pour voir d'autres choses, puisque je me suis vite rendu compte que c'était difficile de changer de mission, difficile d'avoir des augmentations. J'avais beaucoup de difficultés, donc pour avoir au moins des augmentations, des changements de mission, je changeais de ESN. Mais bon, au bout d'un moment, alors pour tout dire, en 8 ans, j'ai fait 9 ESN. Donc concrètement, le jour où je suis passé freelance, des amis se sont moqués de moi. Ils me disaient non mais tant qu'être en période d'essai ou en préavis, effectivement autant passer freelance. C'était quand même plus direct. Il y a eu plusieurs choses. En fait, j'ai croisé quelques freelances dans mon parcours. Le premier que j'ai croisé, je m'a un peu découragé du concept. Opérationnellement, il valait pas grand chose, et puis d'un point de vue gestion, il m'a fait un peu peur. Alors, il était content, il a gagné 70 000 euros super vite, il a acheté une Audi TT, et puis après, il leur savent qu'il lui a dit bonjour, vous nous devez plein de sous. Et là, il s'est retrouvé, il s'est pris un gros mur. Donc j'avais tendance à plus vouloir trop croire à ce truc-là. Je me suis dit oh là, c'était pas un bon représentant de la caste, on va dire. Et puis étant sur Lyon, j'ai commencé à m'intéresser aux communautés tech lyonnaises. À commencer par le Mug Lyon, je suis développeur .NET, du coup le Microsoft User Group, les Lumental, tous les pas mal de communautés, et j'ai croisé des freelances. Et j'ai croisé les fondateurs d'AccureJob. Et la première fois qu'on m'a dit et toi tu veux pas passer freelance, j'ai fait oula, j'aime pas l'administratif, j'ai pas l'âme d'un entrepreneur, je me vois pas du tout faire ça, vraiment ça me botte pas. Et du coup j'ai botté en touche, mais j'ai quand même écouté les autres qui étaient intéressés, j'ai écouté leurs trucs, choisir une mission, gagner plus d'argent, ouais pourquoi pas, mais enfin bon. Et puis la dernière ESN par laquelle je suis passé, donc à l'époque où on m'a posé cette question, c'était une histoire à peu près à 2-3 mois près, ça s'est produit à peu près en même temps. Je me suis retrouvé avec une commerciale qui était démissionnaire du coup dans une petite structure. Elle était infichue de me trouver une mission, donc je me récupérais les projets moisis dont l'agence mère de Paris ne voulait pas et qui refilait à Lyon histoire de. Et je me suis retrouvé à trouver ma mission tout seul. Alors j'étais salarié, j'ai juste fait jouer mon réseau direct. J'avais des potes qui étaient en mission pas loin, chez un ancien client, je connaissais des gens et je suis rentré. Et au final, en quelques semaines comme ça, je suis rentré chez un client. Pour l'anecdote, j'ai quand même offert sur un plateau à mon ESN un petit client qui s'appelle Carrefour. Ils étaient contents. Mais à ce moment-là, il y a eu une espèce de bascule dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, peut-être que je peux trouver des missions tout seul. Et c'est à partir de là où j'ai choisi de me lancer.
Mais j'avais toujours cette espèce d'angoisse un peu de flûte. Je suis pas, enfin voilà, être entrepreneur, c'était un espèce de grand mot pour moi. Et je me suis rappelé d'AccureJob. Et en fait, alors AccureJob, moi, alors je vais faire un petit peu un petit peu la promo, mais concrètement, c'était l'aide au bon moment. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, voilà, on arrive dans AccureJob, il y a quelqu'un qui va nous suivre, qui va nous amener à se poser les bonnes questions. Pour le dire très franchement, AccureJob, c'est un super placebo. C'est-à-dire que je pensais avoir besoin d'un truc, en fait ils ont rien fait, mais ça m'a quand même vachement soulagé. C'est un peu de l'homéopathie, mais c'est le filet de sûreté qu'on est content d'avoir, plutôt que rien. On a l'impression de se sentir un peu plus protégé, un peu aidé dans le flou, effectivement le flou de vocabulaire et tout ça. Et moi j'étais vraiment content de l'avoir. Aujourd'hui, même après 2 ans chez AccureJob, je reste parce que je trouve la communauté super sympa. Et puis voilà, ça apporte pas mal de choses, donc on fait aussi d'autres choses. Et pour répondre à d'autres questions que j'ai vu passer, la partie recherche de mission. Via AccureJob, on arrive pas mal à trouver des choses. Mes 2 dernières missions ont été par le réseau plus ou moins direct d'AccureJob. Et très concrètement, pour trouver des missions, si j'ai un conseil à vous donner, avant de vous lancer, restez en bon terme avec vos clients. Si les missions se sont bien passées, restez en bon terme, gardez les contacts directs, usez, abusez de Twitter, de LinkedIn. Si vous avez laissé une bonne image, que vous êtes bien entendu avec les gens, il n'y a pas de raison que vous puissiez pas revenir. Et c'est comme ça que je suis revenu chez Carrefour en tant que salarié, puis en tant que freelance. Et concrètement, toutes les missions que j'ai trouvées depuis 2 ans, c'était du réseau vraiment direct. J'ai pas eu besoin d'appeler un intermédiaire. Alors j'ai eu besoin d'intermédiaires pour être porté. Pour le coup, Carrefour, effectivement, leurs achats, on a besoin d'intermédiaires, mais sinon ça se trouve assez facilement. Donc voilà, dans les grandes lignes, mon retour là-dessus. Je suis super content moi d'avoir fait cette bascule-là. J'ai jamais pris autant de plaisir que depuis que je suis freelance. J'envisageais de changer de métier, à me dire j'en peux plus de faire du dev, je veux pas être chef de projet. Je fais quoi? Je vais lever des chefs, planter des patates, poser des parpaings. Je voyais pas. Du coup, le fait d'être freelance, je peux financer ma formation, ma veille, choisir les missions, les gens avec qui je travaille, et c'est un luxe c'est stratosphérique aujourd'hui. Je croise assez peu de métiers où on a autant de latitude pour choisir comment on travaille. Donc voilà mon retour rapidement. Je vais pas m'étendre plus, il y a encore du monde derrière. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Sylvain. Next one dans la liste, c'était? Je sais plus là. Oui, je sais pas. Là tout de suite c'est Kevin qui est en haut, donc pourquoi pas Kevin. Kevin après. Allez, donc bonjour à tous, moi c'est Kevin. Ça fait 8 ans que je suis développeur .NET, je suis un pur produit de l'ESN. Pour le coup, je suis resté 6 ans et demi à peu près dans la même ESN. J'ai juste fait un aller-retour chez eux avec un éditeur de logiciel, histoire de leur faire monter un petit peu mon salaire. Hein. Ça marche comme ça, hein, c'est bien connu, malheureusement. Après, j'ai été dans une autre ESN juste avant de devenir freelance, où là, pour le coup, ils m'avaient placé sur une mission où j'ai rencontré, on va dire, beaucoup de freelance sur cette mission, de freelance d'AccureJob. Et moi, ça faisait un petit moment que je me posais beaucoup de questions parce que j'ai toujours eu l'âme d'entrepreneur, j'ai toujours voulu avoir ma propre société, être mon propre patron, porter mes responsabilités, en fait, tout simplement. Et comme j'ai une famille bien française où le CDI, justement, c'est la clé, non, tu ne peux pas devenir freelance, attention, je venais d'être papa en plus, je venais d'acheter une maison, donc il faut faire attention, il faut garder le CDI, c'est stable. Et au final, j'ai pas forcément eu peur parce que je me suis dit, j'ai plein de copains qui sont passés freelance, donc pourquoi pas moi, sachant que moi derrière, j'avais quand même un certain réseau où justement j'ai eu l'occasion d'aller chez beaucoup de clients chez qui ça s'était bien passé, donc je me disais l'émission potentiellement j'en aurais.
Il me manquait juste en fait le petit accompagnement du comment ça fonctionne pour monter son entreprise. Alors c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont sur Internet, hein, mais derrière c'est que de la lecture, on n'a pas forcément confiance, hein, on ne sait pas ce qui est vrai et du faux. Donc quand on a vraiment des personnes qui sont à côté qui l'ont fait, on se dit bon bah ils vont nous conseiller, ils vont nous aider et pour le coup c'est Hacker Job, des membres d'Hacker Job qui m'ont aidé là-dessus. Et derrière, comme j'avais pas forcément peur des missions, j'avais plus peur justement de tout le côté protection sociale, puisque comme je disais, je venais d'être papa. Voilà, donc faire attention à ça. Et donc du coup, pour le coup, ils m'ont appris en fait à m'entourer des bonnes personnes. Donc j'ai dû prendre un courtier pour m'aider là-dessus, me rassurer, m'accompagner. Donc de là, en discutant, on voit que la mutuelle c'est très important. Le petit plus par rapport à un salarié en plus, c'est qu'à mutuelle on l'a fait vraiment à la carte. On prend vraiment exactement ce qu'on veut, sans payer d'options par-dessus, d'options qui sont pas forcément qu'on ne veut pas forcément. Et puis certaines mutuelles remboursent mieux que d'autres. Donc voilà, là on a vraiment le choix aujourd'hui. Et petite info en plus qui m'a bien fait sourire, c'est que les mutuelles pour les indépendants, pour les chefs d'entreprise, donc, est un peu moins cher que les mutuelles de salariés. Donc ça, c'est du coup, sur ma fiche de paye de salarié, le prix que je payais dans ma mutuelle, c'est plus ou moins le prix que je paye en freelance. Donc il n'y a pas forcément de surcoût là-dessus. Le truc où j'ai vraiment appuyé, c'était aussi la retraite. Pour moi, c'était quelque chose d'important. Alors, il y a des personnes pour qui c'est pas forcément important. Donc, moi, j'ai vraiment dit, je veux avoir un récurrent quand je m'arrêterai. Je veux pas justement capitaliser et avoir le risque un jour de dire, bon, je pense capital et j'en fais un peu n'importe quoi. Enfin, là, du coup, pour le coup, voilà, je me suis vraiment fait accompagner. On a vraiment vu mon profil ensemble avec un professionnel et c'était plutôt pas mal. Donc vraiment l'accompagnement, s'entourer, la partie aussi comptable justement pour savoir quelle structure je voulais monter, ça a vraiment été quelque chose aussi de déclencheur, de dire bon bah faut que je monte mes statuts, je sais pas faire de statuts. Pour le coup demander à un autre freelance, oui, t'as quel comptable, là, ce comptable-là, il te permet aussi de monter ta structure, de faire tous les papiers, et du coup, tout est facilité, tu lui dis exactement ce que tu veux, et il le fait. Il s'occupe de toute la partie administrative pour toi, en plus, il te donne un accès, donc c'est compté dans son prix, accès à un logiciel de gestion de ta compta, de tes notes de frais, de tes factures, aussi de tes devis clients, donc ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et auquel j'ai fait attention, et du coup c'est vraiment s'entourer, tout simplement. C'est le plus gros conseil que je peux donner, c'est si on a peur de se lancer tout seul, c'est vraiment de s'entourer, et les gens attendent que ça en fait, ceux qui sont prêts à aider attendent justement que beaucoup de personnes viennent les voir pour pouvoir travailler avec eux justement. Pour la partie mission, j'ai pas forcément eu de soucis puisque j'avais quand même un bon réseau. J'ai juste eu une mauvaise expérience sur ma première mission parce que j'ai continué ma mission sur laquelle j'étais salarié à la base, et donc avec mon ancienne ESN en intermédiaire, et ils ont réussi en fait à tirer un petit peu sur la corde en disant bon bah tu t'en vas, on va faciliter ton passage en freelance. Donc ton TJM, au lieu qu'il soit, comme tu avais pu négocier, plus ou moins 450 €, il sera plutôt de 350 € parce qu'on t'a aidé et tout, tu perds quelqu'un, c'est compliqué. J'ai quand même accepté, mais bon, au bout de 3 mois, je me suis dit, bon, bah, ça suffit, on se moque un petit peu de moi, et puis voilà. Donc voilà comment j'ai fait mon passage en freelance. Et j'en suis très content aujourd'hui. Je peux vraiment être responsable de moi-même. J'ai pas un manager qui me dit non, surtout ne dis pas ça au client, on l'a pas vendu. Je fais vraiment mon devoir de conseil, de consultant. Je prends mes propres responsabilités. Je peux tout assumer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une vision vraiment en tant que partenaire d'une entreprise quand on va en mission chez eux. Donc
j'ai pas envie de dire qu'on est plus pris au sérieux parce que c'est pas forcément vrai. C'est même dommage de pouvoir dire ça. Mais on a aussi une influence sur le stratégique de l'entreprise quand on devient consultant freelance. Ça fait tomber quelques barrières. Donc voilà pour moi, j'en suis très content. Merci beaucoup, Kevin. Alors, du coup, dans l'ordre après, ça devait être Romain. Si ça vous va. Très bien, vous m'entendez bien? Super. Ok, très bien. Donc, moi, je m'appelle Romain Koenig, je suis donc indépendant depuis 1 an. Mon métier, c'est d'accompagner des TPE dans leurs projets informatiques, leur transformation digitale, sécurisation de leurs données, leur vitrine Internet, tout ce qui va tourner autour de la vie autour de l'informatique des petites entreprises qui aujourd'hui sont mal outillées pour le faire. Moi, il y a 1 an, jour pour jour, j'étais dans la même situation que pas mal d'entre vous qui devaient suivre cette conférence. C'est-à-dire que j'étais décidé sur le fait que je voulais devenir indépendant. J'avais un projet, j'avais mon idée. Par contre, je savais pas comment la mettre en place. J'avais des freins. Je me posais des questions sur tous les sujets qu'on a pu aborder jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup lu, me suis beaucoup renseigné, mais en fait, ça m'a plus embrouillé qu'autre chose. Donc, au bout d'un moment, j'étais à me poser des questions sur les différents statuts, sur les assurances maladie, sur la retraite, sur la compta, sur la TVA, sur les EURL, les SASU. Et je m'étais donné comme objectif de pouvoir démarrer à la rentrée 2019 et d'avoir l'été pour me préparer. Et sur les 3 mois de préparation de mon projet, avec le recul, je me rends compte que j'ai passé beaucoup trop de temps sur ces aspects administratifs qui finalement avaient peu d'importance, temps que j'aurais pu consacrer à autre chose. Comme l'a dit Emilien tout à l'heure, pour créer son entreprise, il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est l'entreprise est égale à la personne physique, donc c'est les statuts de micro-entreprise, d'auto-entrepreneur. Il y a créer une entreprise, une vraie entreprise, donc créer une personne morale. La 3e méthode, c'est l'hébergement juridique au sein d'une structure qui existe déjà. Et dans ce cas-là, il y a 2 grandes familles. Il y a le portage salarial. Donc le portage salarial, on est salarié d'une entreprise qui va faire intermédiaire, qui va se charger de tout payer pour soi. L'autre possibilité, c'est les couveuses ou les coopératives. Moi, c'est le choix que j'ai fait, c'était de rejoindre une coopérative d'activité. Alors, coopérative d'activité, c'est une entreprise qui existe déjà, qu'on peut rejoindre, qui donne aux personnes qui la rejoignent le numéro de SIRET, qui permet du coup de démarrer directement sans faire de démarche de création d'entreprise et en toute légalité. Ça permet de démarrer immédiatement, ça permet de s'affranchir totalement de tous les aspects de comptabilité, de cotisation sociale, de cotisation diverses et variées. Moi, j'ai fait ce choix et j'en suis très satisfait. C'est quelque chose que j'ai découvert finalement peu de temps avant de me lancer et qui, quand j'en discute avec des gens, je me rends compte que c'est un système qui est assez peu connu. Alors, l'intégration dans une coopérative, elle se fait en 2 phases. La première phase, on est lié à la coopérative parce qu'on appelle un contrat d'accompagnement au projet entrepreneurial. C'est-à-dire que pendant la première phase, on est entrepreneur, on cherche ses clients, on les facture, on réalise ses missions, mais on ne touche pas tout de suite de salaire, on constitue une trésorerie. Dans un deuxième temps, une fois que l'activité a été testée, qu'elle a été pérennisée, qu'on voit que, en effet, on y arrive, on peut soit continuer au sein de la coopérative en devenant salarié de la coopérative, soit décider qu'on crée une entreprise en propre. Par rapport à ce que disait Emilien sur le management entre les risques et la sécurité, aujourd'hui, voilà, le CDI, c'est la sécurité classique, mais ça laisse peu de liberté.
la création d'une véritable entreprise, c'est probablement ce qui va laisser le plus de liberté, mais ça donne les risques dont on a parlé tout à l'heure. Entre les deux, il existe ce genre de solutions qui permettent de s'affranchir complètement de la partie administrative, qui permettent de garder un statut salarié, qui permettent de cotiser pour la retraite comme si on était salarié, puisqu'on est salarié, qui permettent de toucher le chômage en cas de coup dur, parce qu'on peut on peut décider de s'auto-licencier finalement si on veut arrêter son activité. Donc voilà, c'est une voie complémentaire qui mérite d'être connue. Et l'autre avantage, c'est que on intègre une communauté. Il y a des intervenants, il y a des entrepreneurs dans à peu près tous les secteurs d'activité, des rédacteurs web, il y a des designers, des développeurs, des biographes, à peu près n'importe quelle mission qui peut se réaliser en freelancing peut faire partie de ces coopératives d'activité. Voilà, si vous avez des questions, je suis dispo pour y répondre, n'hésitez pas. Et donc, je vous remercie, je passe la parole. Merci beaucoup, Romain. Donc, il ne reste plus que Thomas. On Yes. Bien, j'ai presque fini de marquer ce que je voulais dire. Parce que j'ai super. en avance. Vraiment, c'est vraiment parfait. Donc, pour me présenter, moi je suis développeur iOS en freelance depuis 8 ans. Donc, je suis passé par pas mal de phases. J'ai commencé quand l'iPhone était pas bien vieux et maintenant il sait tout faire. Donc, on a de plus en plus de boulot et ça devrait continuer. Sortie d'école d'ingé, moi je suis parti en ESN comme beaucoup d'intervenants ici présents. J'y suis resté 1 an, ce qui est déjà beaucoup, je trouve. Et ensuite, au bout d'1 an, je suis parti créer une entreprise, parce que c'était en 2012, et à l'époque, le mot de freelance, ça n'existait pas trop. Moi, j'avais un collègue de promo qui m'a dit, non mais je travaille tout seul. Franchement, on n'utilisait pas ce mot-là, c'est assez marrant. Il disait, je travaille tout seul, il y a vachement de boulot dans le développement mobile, et j'aimerais ne pas être tout seul. Viens, on crée une boîte à 2 et on crée un studio de développement. C'est vraiment ce qu'on avait en tête. Et du coup, on a créé une boîte qui s'appelait Synap à l'époque, où on a créé un mini studio de développement avec des stagiaires, avec une comptable à mi-temps en interne, avec un designer, tout ça. Et au bout de 2 ans, on a fait un peu le bilan et on s'est rendu compte, premièrement, qu'au niveau des structures, on était pas bon. C'est-à-dire que créer une mini-boîte comme ça, on se retrouve un peu entre deux mondes. On n'est pas concurrentiel par rapport à des gros groupes qui sont beaucoup plus structurés, qui vont avoir tous les corps de métier facilement chez eux. Et on n'est pas concurrentiel aussi par rapport à des freelances parce qu'on a des coûts de structure qui sont trop gros. Donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je voulais faire, c'est devenir freelance. C'était donc en 2012. Et le terme explosait, la communauté explosait, Malte commençait à se créer. Les espaces de coworking commençaient à arriver sur nous, etc. Et donc je suis passé de entrepreneur à indépendant. Tout ça pour expliquer en fait qu'effectivement pour moi il y a vraiment trois façons de voir la vie du monde du travail, quoi. Entrepreneur, indépendant et salarié. Et les trois ont leur avantage, les trois ont leurs inconvénients. Et quand on est indépendant, on est d'une certaine façon entrepreneur, mais on n'est pas du tout entrepreneur comme peut être un patron de PME ou un patron de start-up ou plein de choses. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins stressant sur certaines parties parce que on ne gère pas de personnel, on ne gère pas autant d'administratifs, on gère moins de stress parce que tout ce qu'on a à générer, c'est un chiffre d'affaires qui permet de nous payer, mais qui ne permet pas spécialement la pérennité des emplois qu'on a créés, quoi. Et moi, je me suis vraiment retrouvé beaucoup plus à l'aise là-dedans, quoi. Donc voilà, et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens commencent à comprendre, mais j'ai encore très souvent des gens qui ne voient pas la différence et qui pensent qu'on est des entrepreneurs et qu'on va avoir le même stress que la vision d'un entrepreneur classique. Alors, c'est pour moi pas du tout le cas, et du coup, si on démystifie un peu ça, on se lance plus facilement. Au niveau des statuts, la même chose, j'ai un parcours qui monte petit à petit dans la complexité. Donc, quand j'ai quitté ma première entreprise qui était une SARL, je me suis mis micro-entrepreneur. Effectivement, comme on a dit ce soir, c'est un statut qui est ultra simple. En 15 minutes, on a créé son compte et ensuite, on a un seul guichet, c'est envoyer nos déclarations à l'URSSAF une fois tous les 3 mois. Donc, comme vous l'avez bien dit, personne n'aime l'administratif, sûrement pas moi, mais effectivement, micro-entrepreneur, on ne peut pas dire que ça soit ultra stressant.
Ensuite, derrière, quand j'ai atteint le plafond, qui à l'époque était à 35 000 euros, ben, je suis parti en portage, dont on a parlé aujourd'hui. Pour moi, c'était vraiment l'étape suivante dans le sens où c'est toujours très simple parce que tu es extrêmement managé quand tu es en portage, sauf que tu fais un petit peu ce que tu veux comme chiffre d'affaires et tu commences à passer au-dessus un peu du niveau de micro-entrepreneur. Puis au bout d'un an et demi de portage, je me suis rendu compte quand même que ça coûtait très cher et que c'était pas si avantageux que ça, quoi. Et donc je me suis lancé doucement en SASU, parce que le fait d'être en portage permet de générer des droits chômage et le fait d'ouvrir une SASU permet de consommer les droits chômage. Donc c'est un parcours assez classique aussi, il y a beaucoup d'indépendants qui font ça. Et là j'arrive à la fin de mes droits chômage, du coup je vais sûrement passer peut-être en SARL pour avoir un statut plus intéressant. Mais bon, tous ces jargons de statut, c'est des trucs qu'on répète régulièrement, qu'on a tous répété parce que on a tellement fait que ça nous intéresse, mais c'est vraiment pas ce qui est structurant dans la vie d'un indépendant, quoi. Ce qui est structurant pour moi, c'est la liberté qu'on peut en tirer. On en a aussi beaucoup parlé ce soir. Quelques points qui sont assez intéressants, mais la liberté d'abord de l'argent qu'on gagne ou de l'argent qu'on ne gagne pas. Du coup, l'équilibre entre le temps de travail, les temps de loisirs et ce qu'on a besoin pour vivre. Moi, je sais que par exemple, je suis un énorme fan de montagne et de ski. L'hiver, je prends énormément de temps pour aller faire du ski de rando et tant pis, mes projets ralentissent, mais sur l'année, c'est moi qui décide de mon temps de travail, de mon temps de loisir. Même dans une journée, on peut définir quand c'est qu'on a envie de travailler. Moi, je travaille beaucoup de chez moi. Tout le monde travaille de chez soi depuis quelques mois, mais à l'époque, c'était plus rare. J'aime pas travailler avant 10 heures. Par contre, ça ne me dérange pas du tout de travailler après 18h, 20h. Je décale un petit peu mes journées, il n'y a aucun problème. C'est encore une liberté que j'apprécie beaucoup. Une autre liberté que j'apprécie beaucoup, on en a déjà parlé, c'est la liberté du niveau de formation et d'expertise qu'on veut atteindre. Moi, je sais que j'aime beaucoup ce que je fais et j'adore suivre des conférences, j'adore me former, que ce soit en distance, en présentiel. Ça fait partie de la liberté que je peux prendre, alors que quand on est salarié, on a l'impression ou qu'on le fait gratuitement pour son boss ou qu'on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le temps, mais on n'est pas libre sur ce point-là, quoi. Ensuite, la liberté aussi des clients avec lesquels on veut travailler. Effectivement, moi, j'aime. De mon passage en ESN, je me suis rendu compte que le travail pour les grands groupes, c'est pas ce que j'aime. Il y a trop de structures, on est trop loin du décisionnel, et puis les services rendus à la nation, on va dire, des grands groupes ne me passionnent pas. En travaillant en tant qu'indépendant sur des projets iOS, je suis capable de travailler dans le monde de l'éducation, dans le monde de la médecine, des secteurs qui me paraissent qui ont plus de valeur à mes yeux, qui me motivent plus pour bosser le matin, quoi. Ça, c'est encore une liberté. Une dernière liberté qui n'est pas toujours mise en avant, parce qu'elle est plus subtile, c'est la liberté des collègues avec lesquels on travaille. Moi, en travaillant dans des petits groupes et dans des startups d'une vingtaine de personnes, souvent, ces startups sont amenées à avoir besoin d'autres expertises que la mienne. Du coup, régulièrement, je leur propose les services d'autres développeurs. Et ça me permet de choisir mes collègues sur les missions sur lesquelles je travaille et du coup d'être ultra content de travailler avec des gens que je considère comme compétents et dont le travail est en symbiose avec le mien, quoi. Et un autre truc un peu plus subtil aussi que j'ai vécu en tant que salarié, c'est que quand on est salarié d'un groupe, nos collègues de travail, tant que eux ils démissionnent pas ou que nous on démissionne pas, dans un monde sans licenciement on va dire, et ben ça reste nos collègues. Du coup on a une nécessité de faire vie commune qui est beaucoup plus forte, une nécessité de s'apprécier ou en tout cas quand on ne s'apprécie pas, on est beaucoup plus affecté par le fait de ne pas apprécier ses collègues. Alors quand on est indépendant, nos collègues, c'est d'abord les employés du client. C'est pas... Et on sait que les missions, de toute façon, ça dure quelques mois ou quelques années, mais ça ne dure pas toute la vie. Et donc notre rapport à ces personnes-là est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus professionnel. Il n'y a pas de problème non plus de hiérarchie ou d'intéressement ou de viser un poste ou un autre. Et je trouve que les rapports humains sont beaucoup plus facilités, beaucoup plus professionnels que dans le monde des employés. Donc en fait, si je veux résumer un peu les avantages et les inconvénients, un des avantages sur lesquels je n'ai pas parlé, c'est le fait d'avoir une relation vraiment d'égal à égal avec les chefs de start-up avec lesquels je travaille. Ce qui apporte du coup un rôle de conseil fort et un rôle aussi multicasquette qui me plaît beaucoup, que ce soit dans de la gestion de projet, dans de l'agilité, dans du design, dans apporter quelles sont les nouveautés qui apparaissent chaque année sur les plateformes mobiles et être acteur du changement et du choix
des startups. L'inconvénient qui va un petit peu avec, c'est aussi qu'on est méga multicasquette, c'est-à-dire qu'on est développeur avant tout, et je pense que ce qui est super, enfin, on fait son métier avant tout, que ce soit développeur ou autre chose. Je pense que quelque chose qui est très important, c'est qu'il faut être vraiment passionné par son métier quand on est indépendant, parce qu'on le vit tous les jours, on le vend tous les jours, et on ne peut pas juste mentir là-dessus, quoi. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut le vendre indépendamment enfin, il faut qu'on le présente aux clients de la meilleure façon. Ça, c'est une première casquette, et il faut vraiment qu'on aime cette partie-là de notre métier, mais ensuite, on est aussi un petit peu comptable, un petit peu expert des statuts, comme on a tous revenu dessus, un petit peu plein de choses, et aussi un truc qui revient assez souvent, c'est qu'on est un petit peu, il faut aimer ce qu'on appelle le personal branding, quoi. C'est-à-dire que on est une boîte de 1, quoi. Et donc on doit pouvoir savoir se vendre, pouvoir aller dans des meet-up et savoir présenter ce qu'on fait de façon claire, ce qui n'est pas toujours mon cas ce soir, par exemple, parce que j'ai rien préparé. Mais je pense que ça fait vraiment partie de la vision d'indépendance, c'est qu'on est une petite boîte de 1 et on est aussi le service marketing de cette petite boîte de 1, quoi. Et voilà, je vous laisserai sur ces conclusions. Merci beaucoup. Tu es en mute, Clémentine, je ne sais pas si tu voulais parler. Oui, j'essaie de parler, mais je me parlais toute seule. Merci beaucoup, en tout cas, à tous. Je rebondis rapidement sur ce qu'a dit Thomas sur le personal branding et comment se vendre en freelance. On a une Malte Academy le 22 juillet sur ce sujet. Donc, c'est un webinar pareil en ligne et gratuit qui est d'ailleurs animé par un dev iOS qui a eu beaucoup, alors je sais pas si c'est dû juste au iOS ou pas, mais qui avait beaucoup de difficultés effectivement à se vendre auprès d'un client. Donc, je vous mets le site de Malte Academy. Vous allez le retrouver, voilà. Si certains veulent aller plus loin et du coup travailler sur ce sujet, il n'y a pas de souci. Et puis en tout cas, merci à tous pour ce webinar. J'ai bien noté les personnes qui souhaitaient recevoir la présentation, donc pas de problème pour moi. Et puis pour moi c'est ok. Donc Emilien, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Il y avait un ou deux points où j'aurais bien rebondi, oui, après. Ah pardon, dis-moi. Officiellement, donc peut-être. Il reste 3 minutes avant que le truc coupe. Vas-y. Go. Donc sur la partie personal branding, je voulais juste nuancer un petit peu effectivement en disant en fait c'est mieux, c'est vrai, c'est mieux si vous aimez ça. Maintenant, si vraiment c'est pas un truc que vous aimez, il faut pas voir ça comme étant complètement bloquant. Déjà parce que ça peut se travailler, et en plus parce que comme on le disait, vous pouvez très bien aussi passer par des intermédiaires, évidemment qui vont prendre leur marge, mais voilà, qui pourront vous placer aussi. Et donc voilà, c'est important, mais c'est vraiment pas un point bloquant, quoi. Ouais, et puis en plus, on l'apprend aussi petit à petit, quoi. C'est quelque chose que je faisais sûrement très mal il y a 8 ans. Mais je pense qu'il faut aimer un petit peu ça. On va être plus mis en lumière qu'un salarié. Ce qui est sûr, c'est que c'est plus facile si on aime ça. Ça, c'est clair. Et un autre point, donc sur le télétravail, il y avait une question au début là, que j'avais mis de côté, effectivement, sur le remote, qui était est-ce que un remote... non, est-ce que le fait d'être en freelance, ça rend plus dur le fait de trouver des missions en remote ou l'inverse? Pour le coup, donc je sais pas ce qu'en pensent les autres, moi j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus simple de bosser en remote depuis que je suis en freelance. Et très très régulièrement j'interviens sur des missions où les salariés n'ont pas le droit de faire du remote, mais moi si. Ah oui, toujours. Et donc pour moi en fait c'est vraiment devenu une condition, c'est vrai que de toute façon j'interviens plus sur des missions si je peux pas bosser en remote, mais voilà. Donc globalement pour répondre à la question, oui. Du coup c'est beaucoup plus simple à mon avis de bosser en remote quand on est freelance que quand on est salarié. Voilà. Après, du coup, je sais pas si vous avez une question quelque part qui traîne encore. Et sinon, avant que le stream se coupe, donc du coup j'ai surveillé Twitter. Vous n'êtes pas des grands tweetos, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Du coup, tu vois, toi, t'aimes aussi le personal branding. Tout à fait. Ah oui, mais moi je dis pas le contraire. Pour le coup, c'est très mentir que de dire le contraire. On est bien d'accord. Mais en tout cas, du coup, si vous êtes intéressé par le livre, du coup, je vous propose tout simplement de me pinguer sur Twitter ou ailleurs. Et puis, du coup, le premier qui me pingera le recevra avec plaisir. Ça marche. Et merci à tous. Il nous reste moins d'1 minute. Donc, merci beaucoup pour ce webinaire. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Alors, du coup, le premier à pinguer, c'était Maxime Leroy.
Maxime Leroy a du coup eu le livre. Ouais, on va faire ça comme ça. Par contre, du coup, il me faudra ton email ou quelque chose. Je l'ai, moi, côté raconte Livestorm. pas. Je peux tout envoyer. Je note prénom, nom. Ça marche. Allez, on fait comme ça. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Comme ça.